Sortir avec une personne sale qui n'utilise ni douche ni savon, ça vous tente? Il y a 10 000 ans pourtant, ils l'ont fait. Ça devait schlinguer, non? Rien que pour s'embrasser, imaginez l'état des bouches et des dents. Quoique, non en fait. On a découvert que nos ancêtres avaient de bien meilleures dents que nous. Leur bouche abritait de bonnes bactéries qui limitaient le risque d'infection. Comme les animaux, ils n'ont pas besoin de dentifrice parce que leur bouche s'autorégule. Mais nous, avec l'alimentation moderne, on s'est créé une faiblesse. Caries, plaques dentaires et mauvaise haleine. Contrairement à ce que vous voyez dans les publicités, l'hygiène c'est très compliqué. La science l'a étudié et mauvaise nouvelle, vous faites beaucoup d'erreurs. 6 endroits qu'il ne faut jamais laver. Le coton-tige, ça fait 100 ans qu'il existe, 100 ans qu'il ne sert à rien. On vous a sûrement déjà dit de ne pas vous le mettre dans l'oreille, mais pourquoi? Vous risquez de vous la boucher en poussant la cérumen au fond, de vous provoquer des infections ou carrément vous percer le tympan. On s'est mis à les utiliser par effet de mode. Les campagnes de pub nous ont convaincus que c'était utile, sans que ça soit prouvé scientifiquement. Le pire, c'est que la cérumen, vous n'avez pas besoin de le retirer. C'est le gilet pare-balles de votre conduit auditif, il piège les poussières qui s'y trouvent, hydrate la peau et a des propriétés antibactériennes. Avoir du cérumen, c'est être en bonne santé. En plus, il est auto-nettoyant, lentement poussé hors de votre oreille par les mouvements de votre mâchoire. Sa consistance, humide ou sèche, est déterminée génétiquement. Si vous êtes amérindien ou est-asiatique, vous aurez plus de chances d'avoir le cérumen sec. Malheureusement, certaines personnes en produisent trop. Ça fait des bouchons et c'est très gênant. Les animaux ne sont pas épargnés, on a extrait d'une baleine un bouchon de plus de 25 cm de long. Et devinez ce qu'il contenait? Tout son historique de santé. Les polluants auxquels elle a été exposée, son niveau de stress grâce à son taux de cortisol et même les variations de sa testostérone au fil de sa croissance. Voilà pourquoi le cérumen pourrait remplacer une prise de sang dans la détection de certaines maladies. Alors faut-il vraiment l'enlever? Oui, mais pas partout et pas n'importe comment. Ça se traite depuis l'Antiquité, à l'époque c'était avec de l'huile chaude ou bien un mélange de cuivre et de jus de poireau. Aujourd'hui certains utilisent des bougies auriculaires, on met une bougie spéciale dans l'oreille, on l'allume et les débris de combustion de la bougie feraient remonter le bouchon par effet de vide. C'est prouvé, c'est totalement inefficace. À part vous cramer les oreilles, ça ne fera rien du tout. Le mieux reste de nettoyer uniquement le derrière de l'oreille, le pavillon et l'entrée du conduit. Ça peut se faire avec un mouchoir au bout du doigt. Sous l'avalanche des produits de beauté, on en oublie presque que le corps humain est une machine bien conçue. Selon une enquête de 2019, 46% des femmes britanniques ne savent pas comment prendre soin de leur petit abricot. Est-ce qu'il faut le rincer à l'eau, utiliser du savon, de la vapeur ou ces tas de produits de toilette intime? Rien de tout ça, ça ne se lave pas. À l'intérieur, 600 types de bactéries. La plus présente, Lactobacillus, celle qui permet de faire les yaourts, le pain, le vin. Vous en mangez tous les jours. Et oui, il y a des gens qui ont déjà eu l'idée de faire de la boulangerie avec leur fluide intime. L'intérêt de Lactobacillus, c'est que c'est une bonne bactérie qui prend la place des mauvaises. Si on vient déranger cet équilibre avec des produits nettoyants ou une simple poire à douche, les conséquences peuvent être dramatiques. Cancer de l'ovaire, infection, MST, dessèchement ou même accouchement prématuré. Toutes les études le disent, c'est mauvais. Quotidiennement, le ménage est fait grâce aux sécrétions, un mucus qui emporte les impuretés. Par contre, la vulve, l'extérieur, doit être nettoyé régulièrement avec un savon doux. Puisqu'on est dans cette zone, on est obligé de parler des poils. Et là-dessus, la science n'a pas de réponse définitive. Déjà, ce n'est pas la modernité qui a inventé cette pratique, on s'épile depuis des millénaires. En Égypte, en Grèce, à Rome, presque partout dans le monde. Et les méthodes étaient extrêmes. Chaux vive ou sulfure d'arsenic, ça devait piquer. Est-ce que c'est uniquement culturel? Un fétiche bizarre du patriarcat? Pas totalement. Selon des études, ça a grandement diminué les populations de morpions au point qu'ils soient en voie d'extinction. Mais les poils ont un intérêt en réduisant les frottements et en filtrant les impuretés, comme le font les cils ou les poils de nez, qui eux par contre ne doivent jamais être rasés, laissez tomber les tondeuses à narines. Les poils pourraient aussi retenir les odeurs et les phéromones qui ont pu avoir un rôle aphrodisiaque comme chez les animaux, même si ça ne sert plus vraiment aujourd'hui. Une étude avait conclu que s'épiler augmentait le risque de MST. Mais attention, corrélation n'est pas causalité. C'est juste à dire que les gens qui le font prennent statistiquement plus de risques. En fait, on vit très bien sans poils, les gens atteints d'alopécia universalis naissent sans et ne tombent pas tout le temps malades pour autant. Militer pour ou contre l'épilation en utilisant la science n'a donc pas beaucoup de sens. La balance avantage-désavantage est minime dans les deux cas, donc chacun fait ce qu'il veut de son corps sans confondre esthétisme, culture et hygiène. Prenez-vous assez de douche.
Le marché des produits pour cheveux, c'est 80 milliards de dollars. Les magazines sont remplis de conseils pour les nourrir, les renforcer, les rendre doux. Ça paraît naturel, mais cette habitude n'a même pas 100 ans. Bien sûr, ça fait longtemps que les gens se nettoient les cheveux, jus de citron, huile, cendre, vinaigre. Dans le passé, chaque culture avait son favori. Jusqu'au début du XXe siècle, la norme, c'est plutôt de se rincer les cheveux une fois par mois, avec un savon léger ou de l'œuf. Dans les traités d'hygiène, on déconseillait de les laver trop souvent. Pas étonnant, contrairement au reste du corps, notre cuir chevelu sécrète naturellement une barrière protectrice, le sébum. Une substance huileuse qui garde la peau hydratée. Quand vous en manquez, votre peau est sèche, quand vous en avez trop, vos cheveux sont gras. Le sébum hydrate la peau, protège les frictions des UV, il nourrit les bonnes bactéries qui combattent les mauvaises. Mais d'un autre côté, le sébum capte les impuretés, il peut s'accumuler, s'enflammer, faire des boutons. Donc ça a du sens de les nettoyer, c'est l'objectif de la plupart des shampoings modernes. Alors qui a raison, les pubs à la télé ou nos arrière-grands-parents? La confusion vient du fait que dans les années 30, le shampoing est devenu un produit marketing. C'est plus seulement pour se laver, mais pour avoir les cheveux brillants, lisses, parfumés, facile à démêler, sans pellicule. Accompagné de campagnes agressives qui conseillent de se laver tout le temps. Ça a totalement changé nos habitudes. En plus, on vous survend vraiment leur utilité, la partie visible du cheveu, techniquement, c'est de la matière morte, presque exclusivement de la kératine. Alors quand on vous dit que vous nourrissez vos cheveux, c'est très exagéré. Vous les nettoyez, mais ils n'absorbent rien du tout. Au mieux, le produit se loge dans les micro-fissures, la seule exception, c'est les produits pour les faire onduler ou changer de structure. Eux vont directement altérer la structure moléculaire. Le savon, ça existe depuis longtemps. La plus ancienne recette date d'il y a 5000 ans parce que c'est hyper simple à fabriquer. Vous prenez du gras ou de l'huile et vous le mélangez avec de la soude ou de la potasse. Et tadam, vous obtenez une molécule nettoyante. Par le passé, on utilisait des cendres de bois qui contiennent naturellement de la potasse et c'est tout aussi efficace. Les shampoings liquides sont eux plus complexes, souvent très agressifs. Ce que vous avez besoin de laver, c'est le cuir chevelu, comme l'intégralité du reste de votre corps. Mais sans y aller en décapant non plus. Pour la fréquence, il n'y a aucune bonne réponse, ça dépend entièrement de vous. Suivant votre production de sébum, la texture de vos cheveux, vos activités de la journée ou encore votre microbiote. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Faut pas se fier aux apparences. Par exemple, les pellicules, c'est généralement causé par une levure naturellement présente sur tous les humains qui métabolise votre sébum en acide oléique. Ça irrite le cuir chevelu et perturbe le renouvellement de votre épiderme qui se détache en gros morceaux bien visibles. Là encore, on n'est pas égaux, plus de levure veut dire plus de pellicule. D'où viennent les mauvaises odeurs? Vous pouvez savoir qu'un humain a peur ou est malade rien qu'en le sentant. Ça influence même le choix de votre partenaire. Des études ont montré qu'on est plus attiré par des personnes avec un système immunitaire différent du nôtre. On serait capable de les déduire à l'odeur via notre complexe majeur d'histocompatibilité. Pas étonnant qu'on se mette tous du parfum. Mais d'où viennent les mauvaises odeurs? De la transpiration? Non, pas tout à fait. On vous avait expliqué ça dans cette vidéo. La transpiration, c'est juste beaucoup d'eau, quelques minéraux et des molécules organiques qui ne sentent rien. Mais les glandes apocrines situées sous les aisselles, l'aine et les tétons vont ajouter quelque chose en plus, des lipides et des protéines qui sont un vrai repas pour les bactéries de votre peau. Elles digèrent, elles défèquent, si vous puez après le sport, c'est que vous avez plein de caca de bactéries. Votre déo ne fait pas que vous parfumer ou vous empêcher de transpirer, il limite aussi la prolifération des bactéries, car ils contiennent de l'aluminium, même des alternatives naturelles comme la pierre d'Alain, tout est dans le nom. En fait, le métal va refermer les pores de la peau et empêcher la production de sueur, tout en étant un poison à bactéries. Et c'est très controversé, suspecté de provoquer des cancers. Certaines personnes ont de la chance de ne pas avoir de mauvaises odeurs, comme les enfants dont les glandes apocrines ne s'activent qu'à la puberté, ou certaines populations asiatiques et amérindiens porteurs du gène ABCC11 qui modifie la composition de la sueur. Étonnant, les 3/4 des porteurs du gène mettent quand même du déodorant, par habitude ou conformité sociale. Plein de facteurs peuvent influencer l'odeur, l'alimentation, l'hygiène, une maladie ou des médicaments. Certains sont même victimes d'une hyperactivité des glandes qui les font sentir fort. Vos pieds puent car la sueur contient de l'acide isovalérianique, la fameuse odeur de fromage, ou parfois une mycose odorante. Pour la mauvaise haleine, c'est un peu différent. Il y a des cas où ça vient du corps. Par exemple, dans une crise d'acétone, vous avez une odeur de pomme trop mûre. Il y a les maladies pulmonaires ou gastriques, ou simplement vous avez mangé un rat mort. Mais la plupart du temps, l'odeur de poubelle que certains ont au réveil, c'est bien un manque d'hygiène. Pendant la nuit, des protéines restées coincées dans les dents vont se décomposer sous l'effet des bactéries, formant de la cadavérine, de la putrécine, du sulfure d'hydrogène et du méthane-thiol, odeur de chou pourri. Voilà pourquoi on vous dit de vous brosser les dents 3 minutes plusieurs fois par jour, pour bien éliminer la plaque dentaire, le garde-manger des bactéries dans votre bouche. Leur caca à elle est bien plus gênant puisqu'il est acide, creusant des trous dans vos dents, les caries. Qu'est-ce qui est vraiment sale?
Votre clavier d'ordinateur et votre téléphone sont plus sales que vos toilettes. Vous avez forcément vu ça dans un article de presse. Eh bien, c'est complètement faux. C'est vrai qu'il y a souvent moins de bactéries sur votre cuvette vu que vous les lavez souvent avec des produits agressifs. Mais de quel type de bactéries parle-t-on? Regardons ce qu'il se passe quand vous tirez la chasse avec le couvercle relevé. Un effet d'aérosol propulse des millions de bactéries fécales à travers toute la pièce. Le sol, les murs, les poignées de porte ou les robinets sont certainement contaminés. Vous qui vous croyez propre, hein? Faut dire qu'en Occident, on a un rapport bizarre avec les WC, genre le papier toilette. On se moque beaucoup de la bouteille d'eau dans le monde arabe ou de l'utilisation de la main gauche en Inde, mais si en fait c'était beaucoup plus propre. Après tout, si un pigeon vous fait caca sur le bras, vous n'allez pas seulement l'essuyer avec du papier, vous aurez besoin d'eau pour vous sentir propre. Pourquoi ne pas le faire avec son popotin? Il existe aujourd'hui des douchettes ou des toilettes japonaises installables sur son WC classique. L'important bien sûr étant bien de se laver les mains après le matériel bien sûr. Parce que le problème n'est pas qu'il y ait des bactéries, il y en a partout, même dans votre corps. Vous êtes techniquement plus sale que la cuvette de vos toilettes. Non, le problème c'est d'éviter les bactéries fécales dangereuses. Shigellose, Salmonelle, Campylobacter et bien sûr Escherichia coli. C'est pour ça qu'il ne faut jamais utiliser l'éponge qui sert à faire la vaisselle pour nettoyer les toilettes. Oui, il y a des gens qui font ça. La pire source de contamination étant probablement l'argent liquide. Pas les pièces, hein. Les métaux sont toxiques, mais les billets, 94% sont contaminés par des bactéries fécales. Oh là là, c'est dégueu! Vous connaissez la règle des 5 secondes. Si vous faites tomber votre tartine au sol, vous la récupérez rapidement, les bactéries n'ont pas eu le temps de s'y accrocher. Bon, bah c'est faux. Ça va dépendre de la texture du sol, de ce que vous faites tomber par terre et du taux d'humidité. Une pastèque chargée en eau récupère plus vite des bactéries qu'un bonbon. Et n'oubliez pas que la source de contamination numéro 1 reste vos mains. Il y a des expériences sur YouTube où un seul enfant a les mains recouvertes de peinture invisible. À la fin de la journée, il l'a décimé partout. Pour l'UNICEF, 800 enfants meurent chaque jour parce qu'on ne se lave pas assez les mains. Alors choisissez les bons combats. Si vous refusez de boire dans la même canette que votre ami parce que beurre les microbes, mais que vous vous rongez les ongles, peut-être que vous ne mettez pas les priorités au bon endroit.